Voici donc ici le chapitre numéro 5 de ce cours de stabilité béton génie civil. Alors, par rapport donc à ce chapitre numéro 5, on s'aperçoit qu'il parle des caractéristiques des sols. Alors, ça va être un chapitre qui est très rapide, qui n'est pas très long en explication, mais qui servira en fait les bases par rapport aux calculs futurs, surtout dans le chapitre numéro 7 et numéro 6. Donc, je vais vraiment essayer ici de vous donner les notions élémentaires qui ont été déjà vues préalablement dans un cours d'études du sol, mais que je me dois ici de rappeler pour partir sur les meilleures bases qu'il soit. Donc, première chose ici, nous, qu'est-ce qu'on va parler en termes de caractéristiques des sols? On va parler du poids volumique, de l'indice de vide et de la teneur en eau. Donc, c'est quasi, en plus de ça, il y a peut-être la porosité que je pourrais encore faire intervenir. Donc, c'est ces différents paramètres que vous rencontrerez le plus dans les différents énoncés d'exercices futurs. Alors, premièrement, il faut partir à chaque fois pour toutes les définitions du diagramme de phase. Donc, c'est quoi ce qui s'appelle ce diagramme de phase? En fait, on considère qu'un échantillon de sol, à l'intérieur de celui-ci, il y a trois phases. Il y a les particules solides qui concernent la phase solide, les particules solides de sol. Il y a l'eau qui englobe un peu ces particules solides qu'on appelle la phase dite liquide. Et enfin, il y a de l'air qui est emprisonné dans l'eau et entre les particules de sol, et c'est ce qu'on appelle la phase gazeuse. Donc si on représente ça de manière sous forme schématique, on a à gauche tous les W, c'est le poids des éléments, et à droite, tous les V, c'est les volumes de chacun des éléments qui composent notre sol. Donc on a WS, le poids des particules solides, W pour le poids de l'eau, WA pour le poids de l'air qui est très faible, et W le poids de l'entièreté de ces phases. Et à droite, on a VA le volume d'air, VW le volume d'eau, VS le volume des solides. Alors ici, dans le cours de stabilité, on notera que le volume d'air plus le volume d'eau, c'est ce qui s'appelle le volume des vides. Parce qu'on estime que c'est l'air et l'eau qui va combler l'espace qu'il y a entre chacune des particules solides de notre sol. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le volume des vides. Et on retrouve ensuite V, qui est le volume total de l'entièreté des phases qui composent notre sol. Première définition, c'est le poids volumique total, donc qui englobe vraiment tout, l'air, l'eau et le solide. C'est souvent ce qu'on donne en termes d'information par rapport à un sol. Donc là, on voit et on s'aperçoit que on a pour le poids volumique la lettre gamma. Donc cette lettre, on l'appelle gamma. Et c'est chaque fois, donc comme c'est un poids volumique, c'est la division d'un poids, W, avec un volume, V. Nous, on a deux possibilités de formule pour ce poids volumique total. On a soit gamma qui vaut W sur V, donc le poids total sur le volume total, ou alors le gamma avec l'indice petit h que vous voyez ici. Ça, c'est ce qu'on appelle alors le poids volumique total, sous-entendu humide. Mais ça reste la même formule pour l'un et pour l'autre que pour gamma et gamma h. C'est exactement la même chose. Comme vous le voyez ici, vous allez avoir un tableau qui concerne donc l'entièreté des sols que l'on va rencontrer dans nos futurs exercices. Dans la colonne en vert, il est placé le poids volumique en kN par mètre cube, et en bleu, c'est ce qui s'appelle la masse volumique. Donc là, c'est la masse de sol sur son volume, et ça, ce sera exprimé en tonnes par mètre cube. Nous, préférentiellement parlant, on ira chercher des kilonewtons par mètre cube dans nos exercices, et vous avez ensuite en hauteur les différents ordres de grandeur qui sont quasi similaires à ceux que vous retrouvez par rapport à notre tableau. Donc on peut déjà donner comme ordre de grandeur qu'une argile va entre 16 et 22 kN par mètre cube. Une terre végétale, donc c'est celle que on va décaper lors d'un terrassement classique pour une maison ou autre, mais cette terre végétale va de 16 à 20 kN par mètre cube. Le gravier de 18 à 22. Et le sable, en fait, il dépend très fortement du taux d'humidité. Plus le sable est sec, plus il est léger, plus il est humide,
plus il sera compact et plus il sera lourd. Donc c'est pour ça qu'on va aller pour les sables de 16 à 21. Et enfin la roche, ben là on est au-delà du poids volumique d'un béton qui est à 2500 kg par mètre cube ou 25 kN par mètre cube. Pourquoi? Parce que la matière étant tellement dense, c'est la raison pour laquelle on a un poids volumique aussi grand. Alors le poids volumique de l'eau, c'est son volume par rapport à son poids, W sur VW. Vous avez ensuite le poids volumique du sol sec. Là, c'est uniquement le poids des particules solides sur le volume total de l'échantillon de sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle le poids volumique du sol sec. C'est pas le poids volumique des particules de sol, donc le poids volumique de la phase solide, c'est le poids volumique du sol sec uniquement. Donc c'est quelle serait, entre guillemets, la proportion des particules solides dans le volume total. C'est comme ça qu'on pourrait un peu imaginer cela. Alors, dans les exercices, l'eau va avoir une action importante. Donc on va faire des exercices au fur et à mesure du temps où la présence d'eau est là. Et donc il faut, dans ce cas-là, en tenir compte dans le poids volumique. Pour ça, on va faire intervenir deux poids volumiques qui tiennent compte de la présence d'eau dans le sol. Comment? On va partir d'abord sur une possible saturation de notre sol. Donc on va avoir tout simplement les particules solides qui ont un certain poids. En fait, tout autour de ces particules solides, on aura de l'eau. Et cette eau va remplir l'entièreté des vides qu'il y a entre les particules solides. Et donc c'est pour ça que là, on va avoir le poids des particules solides plus le poids de l'eau dans l'espace laissé libre par les vides entre particules solides. Tout ça va nous donner ce qui s'appelle un poids de sol saturé en eau. Et quand on va parler de poids volumique saturé d'un sol, on va avoir ce W saturé, donc ce poids saturé en eau, divisé par le volume total. Ensuite, on va avoir un deuxième poids volumique qui prend en compte l'eau. Mais en fait, là, c'est ce qui s'appelle le poids volumique déjaugé. On va plutôt essayer de enlever cette influence de l'action de l'eau dans ce poids volumique. Ce poids volumique déjaugé, d'abord, on va l'appeler gamma prime. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, dans ce poids volumique saturé, on va enlever le poids de l'eau qu'il y a à l'intérieur de notre échantillon. Alors, quelle serait la différence entre ce poids volumique déjaugé gamma prime et ce poids volumique du sol sec? Ça veut dire qu'en fait, dans le poids volumique du sol sec, on ne spécifie pas si le sol est saturé en eau ou pas. Tandis que quand on parle d'un poids volumique déjaugé, ça sous-entend directement que le sol est saturé complètement en eau. Donc ça, c'est la différence principale entre les deux. Très importante. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Les dernières caractéristiques des sols, c'est ce qui s'appelle l'indice des vides. Donc l'indice des vides, c'est le volume que reprend ces vides par rapport au volume des particules solides. Et on a ainsi une proportion entre le volume des particules solides et le volume de l'eau et de l'air dans le sol. Donc en faisant la division des deux, on a cette proportion et ce pourcentage en fait. Il faut bien savoir que plus cet indice des vides est petit, plus le sol est compact. On le comprend très facilement et aisément par rapport au schéma ici en dessous, où on voit qu'avant de tasser un sol, en fait, les particules s'agencent de manière un petit peu difficile. Donc on les empile les unes sur les autres. Après, si on imagine un tassement, on va forcer l'agencement entre chacune des particules et vous voyez, on va avoir ici une meilleure compacité. On va avoir un agencement vraiment bien établi de nos différentes particules de sol, les unes par rapport aux autres. Donc, par rapport au niveau initial, on a une petite différence de hauteur qu'on appellera delta H. Et donc c'est pour ça souvent que même quand on est en remblai, on va par rapport au niveau fini que l'on souhaite donner des remblais avec une hauteur un petit peu plus grande que le niveau fini, puisque après tassement, on a cette petite différence en hauteur. Pour la porosité du sol, là par contre, on compare le volume des vides par rapport au volume total. Tandis que l'indice de vide, c'était le volume
est solide qui était comparatif, et ici c'est le volume total. Alors dans quel cas est-ce que l'étude et la connaissance de cet indice vide est très important? Mais c'est surtout au niveau des compactages de remblais. Il y a un cas très connu qui concerne les îles en forme de palmier à Dubaï qui sont Palm Jumeirah, et donc je vais ici vous montrer une petite vidéo explicative de ce paramètre et de ce phénomène. Mais il reste encore beaucoup de travail, car cette phase englobait seulement l'érection des fondations. Pour faire du rêve du prince une réalité, il faut encore construire 4500 pavillons et appartements, des hôtels et des centres commerciaux sur le front de mer. Cette île de sable doit en effet soutenir une ville entière, d'où une difficulté nouvelle, celle de construire sur du sable. Comme le sable a été projeté, il est meuble et non compacté. Le matériau de construction de l'île avait été aspiré au fond du golfe Persique, ce qui signifiait que toutes les particules fines avaient déjà été nettoyées. Quelques heures après son dépôt, on pouvait y circuler en voiture, mais rien n'y construire dessus. Or, cette ville construite sur la mer a besoin de fondations solides. Aussi, avant de commencer la construction, les ingénieurs doivent trouver un moyen de compacter le sable. En théorie, c'est très simple. Il suffit simplement de comprimer la couche supérieure. Vous voyez qu'il n'y a que très peu de déplacement, sauf vers le bas. Rien sur les côtés. Après, la surface est assez solide pour être constructible. Mais en pratique, les ingénieurs travaillent sur une surface répartie sur plus de 5 km². Avec le temps, le sable se compacterait naturellement, mais ça prendrait des années. Or, le temps est un luxe dont les ingénieurs doivent se passer. La construction des infrastructures doit commencer immédiatement. Et comme si le planning n'était pas une pression suffisante, il existe une autre raison pour laquelle les fondations de la ville doivent être particulièrement résistantes. Dubaï se situe à la jonction de deux plaques tectoniques. Bam, en Iran, au nord du golfe Persique. 5h26 du matin, le 26 décembre 2003. La ville est secouée par un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter. En quelques minutes, 60% des bâtiments s'effondrent. Il y a 43 000 morts, 20 000 blessés et 60 000 sans-abri. Une multitude de répliques touche Dubaï à 480 km de l'autre côté du golfe Persique. C'est un signal d'alarme pour le projet. Si l'épicentre d'un tremblement de terre se trouvait à Dubaï, ce serait un désastre. Si un tremblement de terre secouait la région, le sable perdrait de sa cohésion en profondeur. La poldérisation consiste d'abord à entasser du sable. Ensuite, on ajoute l'océan. Et on obtient une île. Ajoutez les forces latérales d'un séisme et l'île disparaît. Ce phénomène terrifiant s'appelle liquéfaction. Il se produit lorsqu'un séisme agite la surface de la Terre et fait du même coup bouger les grains de sable. En se tassant, le sable fait remonter l'eau, liquéfiant le sol. En clair, l'île replongerait dans la mer. Kobe a été la preuve tragique d'un tel phénomène. En 1995, un tremblement de terre de 7,2 degrés sur l'échelle de Richter a ravagé la ville. En quelques secondes, les bâtiments se sont écroulés. Mais sur le front de mer, les choses se sont passées différemment. La puissance du séisme a entraîné la liquéfaction des polders sur lesquels le port était construit. Là, les bâtiments se sont littéralement enfoncés dans la mer. Les dégâts se sont chiffrés à plus de 5 milliards d'euros. C'est le genre de drame qu'on veut éviter à Dubaï. Aussi, avant de construire les bâtiments, on s'assure que Palm Jumeirah sera suffisamment solide pour résister à une liquéfaction éventuelle.
L'équipe doit tasser une couche de sable d'une douzaine de mètres, c'est-à-dire trop épaisse pour qu'on y parvienne avec des rouleaux compresseurs traditionnels. La seule solution est une méthode appelée vibrocompactage. Janvier 2004. 15 machines travaillent 24 heures sur 24 pour solidifier le sable. On fore d'abord plus de 200 000 puits sur toute la surface de l'île. De l'eau et de l'air sous haute pression enfoncent les vibreurs dans le sable. En s'agitant, l'appareil secoue et compacte la zone environnante. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Et au fur et à mesure que le sable se tasse et s'enfonce, on en déverse en complément jusqu'à ce que le périmètre autour du vibreur soit dur comme du roc. Il faut 8 mois pour stabiliser ainsi les 17 feuilles du palmier. Mais c'est une étape nécessaire pour assurer la sécurité des 120 000 personnes qui habiteront et travailleront ici. Donc comme vous avez pu le constater ici, en fait c'était ça l'intérêt par cette vidéo, de pouvoir vous montrer que en faisant cette vibration, on a déjà, par rapport à l'indice de vide initial, l'espérance d'un tassement qui se fait et qui donnera un indice de vide à la limite presque optimal. Donc pour avoir une idée de ces poids volumiques, de ces indices de vide et porosité, vous avez donc ici, par rapport aux différents sols que l'on va rencontrer nous en pratique, une estimation, donc vraiment un ordre de grandeur qu'on peut avoir par rapport au poids volumique donc maximal, et par rapport ici, comme vous le voyez, à un poids volumique de sol sec, mine et max. Vous avez chaque fois l'indice des vides max et min, et la porosité exprimée en pourcentage de manière maximale et minimale. Je suis à votre écoute pour vos questions.